Alors, nous voilà de nouveau, nous entamons maintenant notre dernière séance qui est consacrée à la politique d'éducation nationale et à ce programme. Je crois qu'on peut dire en constatant ce qui a été dit à la séance précédente et en faisant le pont avec celle-ci que finalement il y a des efforts en Grèce pour intégrer l'enseignement de la mer dans les différents cours et programmes, mais il n'y a pas de programmation nationale et il n'y a pas une véritable prise en compte du besoin d'enseigner la mer au niveau central de l'éducation. Et nous savons qu'en France, contrairement à ce qui se passe en Grèce, il y a une politique d'éducation nationale et qu'il y a des programmes qui sont développés. Et il serait très intéressant de voir, puisque c'est aussi un début de ce dialogue, de voir comment les deux pays peuvent collaborer pour ce qui concerne le développement de l'enseignement de la mer, en tirant profit de tout ce qui se passe en France, et la France, de son côté, en tirant profit du fait que la Grèce est un pays maritime par excellence. Alors, je vais passer la parole tout de suite à M. Lecoq, inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale, qui va nous introduire dans cette notion de politique d'éducation nationale concernant l'enseignement de la mer. Monsieur l'inspecteur général. Merci beaucoup, mon cher collègue. Je ferai 3 remarques, 2 rappels et 3 réflexions. Premier point, et ça a été souligné, bravo et merci à nos amis grecs et français, mon collègue et ami Révélakis, que je salue, Michel Fouché, que je salue de loin, qui sont non seulement des collègues, mais je dois dire que ce sont aussi des inspirateurs. Et ce sont même des inspirateurs inspirés, puisqu'ils ont volé le titre de mon livre, Enseigner la mer. J'imagine qu'il s'agit d'un emprunt à fond perdu, comme on dit au ministère des Finances français, probablement chez les Grecs également. Deuxième remarque, vous avez réuni une très belle et très longue liste d'invités ici, en Sorbonne, mon université, où j'ai enseigné pendant 14 ans. Je salue mes collègues Frache et Lefebvre avec beaucoup de plaisir, puisque j'avais un séminaire d'histoire maritime et militaire avec mon collègue et ami Olivier Chaline, que je salue, qui est un des très grands maritimistes français, comme vous le savez. Et puis, il y a eu une très belle et très longue liste thématique. On a parlé de l'enseignement supérieur, de la recherche, des formations spécialisées, de l'environnement, je ne saurais évidemment oublier, des risques, évidemment, des dangers de la guerre. C'est tard dans la soirée que l'intelligence, tel l'oiseau de Minerve, prend son envol, dit Hegel. Eh bien, nous y sommes, puisque nous allons parler maintenant de l'enseignement, c'est-à-dire des élèves, c'est-à-dire de demain. Je rappelle ce que disait Bernanos, hein, le lendemain, c'est vous. Avec 2 rappels, puisque j'ai fini mes 3. Premier rappel, la France, c'est un peu plus de 12 millions d'élèves dans l'enseignement scolaire. 12 millions d'élèves dans l'enseignement scolaire. 6 millions d'élèves dans l'enseignement du premier degré ou dans l'enseignement primaire, et un peu plus de 6 millions dans l'enseignement secondaire, un peu plus de 3,5 millions d'élèves au collège. Il y a 7000 collèges dans ce pays. Je vais aborder ensuite le sujet, mais je crois que c'est bien d'avoir le cadre général qui, au fond, permet une politique éducative. Et donc, un peu plus de 3,5 millions d'élèves au collège, 7000 collèges, un peu plus de 2,5 millions d'élèves au lycée, soit 3700 lycées. Et puis, dans cet ensemble, à part les mathématiques et le français, qui sont enseignés dans la continuité des apprentissages à la fin de l'école élémentaire, au collège et au lycée, il y a 2 disciplines, c'est les 2 seules, qui sont enseignées dans la continuité des apprentissages, encore une fois en dehors des maths et des français, c'est l'histoire et la géographie. C'est pour ça que ça constitue le cœur, bien évidemment, de l'enseignement. Un enseignement sans interruption, tous les élèves y ont accès avec des horaires, en même temps, je le signale, ce sont des horaires importants. Au collège, c'est 3 heures par semaine d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique. Au lycée, c'est 3 heures d'enseignement, un peu moins dans les classes technologiques et dans les établissements
professionnelle. Si on y ajoute en première et en terminale la fameuse spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, c'est 4 heures de plus en première et 6 heures en terminale. Donc un élève de terminale qui a choisi l'option, la spécialité histoire-géographie, fait au total 9 heures par semaine histoire et géographie. Je pense qu'Ernest Lewis n'aurait pas rêvé d'avoir ça comme ça. Alors, de ce que j'ai vu et de ce que je sais dans ma longue carrière maintenant d'inspecteur général, je crois qu'il est difficile de parler de la même façon du premier degré ou de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement dans l'enseignement secondaire. Je pense qu'il faut faire attention à différencier les deux, en allant d'ailleurs doucement vers une transition, puisque le cycle 3 couvre 2 années, puis 2 années dans le collège, hein, vous le savez, et en particulier, c'est pour ça que l'histoire et la géographie en tant que telles sont finalement enseignées comme discipline obligatoire à la fin de l'école du premier degré. Je reviendrai un peu sur le premier degré, parce que c'est un point qui est important. Je voudrais ensuite faire un second rappel. L'enseignement, ce n'est pas que les programmes. C'est un ensemble. Alors si on était un peu pédant, si on était au Café de Flore, on dirait, au fond, c'est un écosystème éducatif, Nous passons au nom de ce vocabulaire, ici en Sorbonne. Au fond, c'est un ensemble qui constitue l'école. C'est à la fois, ce sont trois clés et pas une. Les programmes d'enseignement et les programmes des concours de recrutement, j'y viendrai, car les choix faits en termes de concours de recrutement, les thématiques des concours de recrutement ont une influence directe ou indirecte sur la recherche, sur les publications, donc c'est un point qui me semble important. La deuxième clé, c'est la formation initiale et continue des enseignants. Évidemment, c'est un point important. Et la troisième clé, ce sont les ressources, les outils dont peuvent disposer des enseignants et les partenariats qui leur permettent d'approfondir leur enseignement et leur formation, soit avec d'autres ministères, soit avec les fondations. D'où, au fond, comment faire monter la mère à l'école, comment mettre du sel dans les programmes, comment former les enseignants. Je rappelle qu'il y a en France 45 000 enseignants d'histoire et géographie de collège et de lycée, 45 000, c'est-à-dire, et je parle comme officier de marine, plus que les effectifs de la marine nationale, ce qui n'est pas rien. Et donc, c'est un effet. En comptant les enseignants du privé et du public, naturellement, qui enseignent de toute façon les mêmes programmes. Et tous enseignent la mer, je dis bien, tous enseignent la mer à des degrés divers et à plusieurs moments, on le verra, de la scolarité. Je n'entrerai pas moi dans ce détail. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Je le dis avec aussi une forme de fierté du travail accompli collectivement. Ça fait 15 ans de travail pour que la mer monte dans l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale a besoin de temps. Je le dis avec, sans aucune allusion avec la durée de vie des ministres et des gouvernements. Mais l'éducation nationale, c'est un processus de production. Et comme tout processus de production, comme tout processus industriel, il faut du temps. Au moins un ingénieur dans la salle qui me comprend. Pour quelle méthode, avec quelle méthode et pour quel résultat? Je suis parti, moi, dans cette démarche d'une phrase que j'ai entendue très longtemps dans ma jeunesse: le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bruit. Et donc on a décidé de faire tout ça sans forcément en parler, doucement, changement des programmes, changement des formations, enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs une satisfaction, tout le monde s'en mêle, tout le monde a un avis sur le sujet, tout le monde enseigne la merde, nous n'avons, Florence, qui vous en réjouir, hein, naturellement, mais bon, c'est pas quand même complètement indifférent. D'où une dynamique sur 3 fronts. D'une part, faire entrer dans les programmes la mer de façon explicite, car en partie pour nos élèves comme pour nos enseignants, l'implicite est mort. Donc il faut que les choses soient écrites dans les textes. Donc la mer est dans les textes, on y reviendra de manière plus détaillée et plus forte dans l'intervention qui suit, mais aussi, parce qu'on appelle les entrées mers dans les programmes.
c'est-à-dire, ce que Claire et Anne-Sophie ont très très bien montré, se saisir d'un objet, vous, madame, mes chers collègues, se saisir d'un objet dont on pourrait se saisir sans entrer dans l'objet d'enseignement par la mère, mais choisir la mère pour enseigner un objet d'enseignement. Ça, c'est ce que j'appelle les entrées-mères dans les programmes. Donc, quand on parle de l'enseignement de la mère, il y a à la fois, évidemment, l'enseignement officiel, les programmes, mais il y a aussi ces entrées-mères qui font un ensemble complexe et qui est un hommage, par parenthèse, et je le dis aussi à ma collègue, à ce que nous appelons en France la liberté pédagogique des enseignants qui leur permet de choisir dans les limites de la simple raison, comme aurait dit Kant, mais enfin de choisir les objets de leur enseignement. Donc faire entrer la mère dans les programmes, former les enseignants à la mère et leur donner des outils, des ressources, et en fait aussi, parce que ça c'est quelque chose qui s'ouvre depuis 9 heures ce matin, des envies de mère. C'est des choses qui comptent en la matière, même si au départ, on l'a bien vu avec nos collègues du premier degré et avec Barcelone, l'envie de mère n'est pas quelque chose de systématique. L'essentiel, c'est qu'à la fin, ils en aient tous envie. Alors, première remarque rapide sur les programmes. On n'a jamais autant enseigné la mer en France. Histoire maritime, géographie maritime, alors ce qu'on peut appeler la géographie des mers et des océans, dans toutes les classes, partout. On enseigne aussi bien les flux, les ports, les transports, les caps, les canaux, les détroits. On enseigne la façon dont les espaces maritimes, c'était le titre de mon premier ouvrage, Enseigner la mer, il s'appelait, le sous-titre, c'était « Des espaces maritimes au territoire de la mondialisation ». La façon dont ces espaces, res modus, devenaient des territoires comme une espèce de projection sur la mer de réalité continentale. Et l'amiral Hauser, quand il était préfet maritime de Cherbourg, avait une façon remarquable de dire les choses. Il disait on va cadastrer la mer. Et donc tout ça, on le retrouve également dans les programmes, avec les conséquences géographiques dont on parlera. On étudie les tensions, on étudie les frontières au-dessus des mers, sur les mers, sous les mers, au fond des mers. On a ici une collègue, Florence Mix, ma collègue, avec laquelle j'ai réédité le premier ouvrage Enseigner la mer, et qui connaît aussi admirablement bien les câbles sous-marins. Mais on enseigne aussi l'État et la mer, la guerre et la mer. On a parlé, Nicolas Mazuki a parlé très fortement de la militarisation des mers. On l'enseigne, ne serait-ce qu'en enseignant les grands conflits sur mer. Et aussi l'entrée dans la Première et dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la guerre froide, et dans la période qu'on est en train de vivre, qui est l'après-guerre froide, en fait. Et bien là, il y a aussi une façon d'entrer dans la mer, parce qu'on enseigne la maritimisation, qui démultiplie la mondialisation, avec les réserves qu'on peut faire aujourd'hui sur l'état de la mondialisation, et on enseigne la maritimité. Alors j'ai entendu souvent prononcer ce mot aujourd'hui, avec, disons, des définitions plurielles. En fait, ce qu'on appelle la maritimité, nous autres, c'est le degré de dépendance, d'indépendance et d'interdépendance à la mer. Dépendance, indépendance, interdépendance. C'est ça la finesse et la subtilité de cette affaire. Voilà pour les programmes, on en reparlera ensuite. Deuxième élément, la formation initiale et continue des enseignants. Parler, si je puis me permettre cette expression, il faut parler du flux et il faut parler du stock. Alors je vous ai dit que le stock c'était à peu près 45 000 enseignants, étant donné leur démographie, étant donné la loi de l'évapotranspiration naturelle des individus, si vous voyez ce que je veux dire, une partie de ceux-là n'ont jamais enseigné la mer, ni en histoire, ni en géographie, ni ailleurs d'ailleurs. Et donc une partie récente, me semble-t-il, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on a mis la mer dans les trames des concours de recrutement, ça fait pas si longtemps en fait, donc ça laisse, il faut traiter en flux, en stock, pardon. En flux c'est plus simple, on recrute à peu près, 1350, tout compris, hein. CAPES, agrégation, certificat d'aptitude aux professeurs de lycée professionnel, public, privé, ça fait à peu près quand même 1350 recrutés par an. Il faut les former, cela c'est un peu plus facile, encore que il faut les former en flux. Et puis la mer est entrée dans les concours de recrutement. Les thèmes des concours, je le disais tout à l'heure,
peuvent influer sur la recherche, peuvent influer sur les publications. Parce que d'abord, publier un texte ou un récit ou un précis sur les politiques, on en a tous fait, c'est aussi une façon de remonter les connaissances, c'est aussi une façon de distiller des articles scientifiques qui peuvent servir. Et c'est comme ça, par exemple, que la géographie des conflits, la géographie des mers et des océans, l'état moderne et la mer sont entrés dans les travaux des concours d'opinion. Et ça, il faut l'avouer, c'est une chose dont on peut aussi légitimement être fier. C'est pour ça, chers amis grecs, que lorsqu'on parle de l'enseignement de la mer, il faut évidemment définir les programmes et leur finalité. Mais il faut aussi voir tout ce que ça comporte en termes de formation initiale et continue des enseignants. Et les deux sont absolument, comment dirait les armées françaises dans l'OTAN à partir de 1966, séparables mais non séparables. Et bien c'est la même chose. Programme et formation initiale et continue sont séparables mais non séparables. Alors là, il y a une difficulté, et je l'expose de manière ouverte devant mes collègues et amis grecs, parce qu'il faut qu'ils en tiennent compte dans le légitime effort qu'ils font pour maritimiser la Grèce, si vous me permettez cette expression, maritimiser l'enseignement, pas la Grèce. C'est qu'en France, nous avons un triptyque, le recruteur, celui qui recrute les enseignants, le formateur, celui qui les forme au concours de recrutement, et l'employeur. En fait, sur les trois éléments, le recruteur et l'employeur, c'est le même. C'est nous, enfin pas nous personnellement, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Bref, c'est le ministère de l'enseignement secondaire qui recrute et qui emploie. Et ce n'est pas lui qui forme. Et donc là, il y a un sujet compliqué, d'autant plus que partout et dans toutes les universités, et alors encore moins dans les instituts nationaux spécialisés du professorat et de supérieur, professorat d'éducation, eh bien on ne forme pas à la mer de la même façon. Les maquettes ne sont pas les mêmes. Ici, évidemment, je suis en Sorbonne, pas dans laquelle, Feu Paris 4, où la tradition d'un enseignement maritime, on l'a bien vu, est longue, forte et belle, y compris dans sa culture scientifique comme l'a montré Eric Froage. Et donc on a là un sujet compliqué. Il faut le dire. Donc pour vous qui allez vous engager dans cette affaire, il faut bien s'assurer que dans l'enseignement supérieur, il y aura en même temps des cours qui sont distillés en quelque sorte par des enseignants parce que la mer, ça s'enseigne. C'est pas, ça s'apprend, ça s'enseigne, c'est des choses fortes et solides. Ça, c'est un petit peu la difficulté, c'est le maillon faible, c'est le formateur. Le deuxième point sur lequel j'insiste, lancez-vous dans cette opération que je trouve à la fois légitime et nécessaire, probablement, parce que vous le dites. Mais attention à la formation continue des enseignants. La mer, ça bouge, ça vous a fait échapper, parce que là, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et puis si la mer, ça bouge, ça veut dire que l'enseignement de la mer bouge. Ça veut dire que l'histoire maritime évolue. Ça veut dire que l'économie évolue. On peut parler de l'environnement, qui évolue même sous nos yeux. Et la géographie, de même. On n'enseigne plus la géographie des mers et des océans aujourd'hui, comme on l'enseignait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Regardez à quel moment ont été recrutés les enseignants et interrogez-vous pour savoir quel est le programme de formation. Ça fait beaucoup en même temps. Quel est le programme de formation continue auquel vous pouvez réfléchir. Troisième remarque et dernière, les outils, les ressources et les partenariats. Le premier outil, il faut le dire, voilà, aujourd'hui on peut le dire de manière ouverte, le premier outil, ça a été enseigner la mer. C'est la première fois qu'il y avait un ouvrage qui paraissait et qui détaillait, chapitre par chapitre, niveau par niveau, avec en même temps, il y avait à l'époque un CD-ROM, c'était la haute époque. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont des CD-ROM collector. Si jamais vous en voyez un qui passe, vous le revendez très cher. Et donc, on avait premier ouvrage, 2013, entré en vigueur en 2014, et sur lesquels les problèmes de collège ont en partie reposé. On a réédité ça avec Florence en 2016.
les programmes de lycée 2019, évidemment, on puisse appuyer sur cet ouvrage. Cet ouvrage, il était aussi relié par un site internet, donc qui est très utile parce que c'est plus facile de modifier des documents sur un site que de faire une réédition. D'autant plus que l'éditeur Canopé n'édite plus de livres aujourd'hui. L'opérateur public a décidé d'arrêter l'édition des livres. C'est dommage parce que tout est fait pour aboutir à un beau livre, comme on sait, enfin tout ça est terminé. Il y a également un accompagnement par les sites académiques. Alors ça, c'est une spécificité française. Chaque académie dispose d'un site, et en particulier de sites d'histoire, de géographie dédiés, qui en quelque sorte reproduisent les éléments que les plans de formation ou que les sites nationaux ont arrêtés, en quelque sorte en les distillant dans chacune des académies. C'est le cas pour de nombreuses académies, et généralement ces sites sont de très bonne qualité. Et puis il y a des sites qui sont extérieurs au ministère. Je pense au site de la Marine nationale, centre d'études stratégiques de la Marine, tout à fait remarquable. Je pense au site de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est un des tout meilleurs sites sur le sujet. On a vu ce matin un gravisseur, qui en est le commandant, enfin le chef, je veux dire, hein, enfin, le directeur, c'est le Pacha. Donc c'est lui qui est à la tête de tout cela. Il y a également un site qui s'appelle Mer et Marine, qui est également très bien fait parce qu'il ouvre sur des domaines de la marine marchande, de l'environnement, des ports, de la pêche, enfin, voilà. Donc il y a des éléments d'information très forts. Le ministère des Armées coopère évidemment fortement aussi avec nous. Je pense à la direction de la mémoire, de la culture et des archives, et des appels à projets. Le dernier appel à projet pour les enseignants du second degré, les classes du second degré, était sur les sciences et la guerre. Et là, évidemment, les questions navales, maritimes, prennent toute leur place, mais pas seulement. Et puis, il y a ces classes enjeux maritimes, dont l'objet est, on l'a très bien vu, merci Sophie, de maritimiser les enseignements sans s'y substituer. Et là, j'insiste, les celles de premier degré et le second degré, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, à mon avis, doivent être traités de manière différente parce que on sait bien que ce qui fonctionne très bien dans l'enseignement élémentaire, c'est la démarche de projet. Et la démarche confère à l'enseignant une véritable liberté pédagogique, surtout dans des classes qui ne sont pas nécessairement faciles. C'est le moins qu'on puisse dire. Les classes en jeu maritime, une création assez récente, et dont Barcelone est en quelque sorte la mère patrie, puisque c'est là qu'a été créée la première classe en jeu maritime. Encore une fois, maritimiser les enseignements, naturellement, de toute discipline, sans s'y substituer. Et surtout, en gardant à chaque discipline le respect de sa démarche. Ne pas confondre l'histoire, la géographie. Il ne s'agit pas d'aboutir à un grand n'importe quoi. Mais il s'agit encore une fois, il faut cadrer les élèves, former les élèves, et pour ça, il faut des enseignants. J'y reviendrai à la fin de ce que je voulais vous dire. Bon. Et puis, enfin, ces classes en jeu maritime, c'est aussi, pourquoi ne pas le dire, parce que ça n'a pas été prononcé même par les officiers de marine ici, l'objet aussi de cet enseignement de la mer, c'est de créer un esprit d'équipage, c'est de créer une sorte de corps, de faire de la classe un corps qui respecte les autres, qui comprenne ce que c'est que l'équipage, qui comprenne ce que c'est que la mer. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de dangereux. Et donc le respect des autres, tout ça, ça s'apprend en enseignant la mer. Je dirais presque que la mer est une école de civisme, de citoyenneté en même temps, et de civilité. La civilité dont Montesquieu disait que la citoyenneté flatte les vices des uns, la civilité nous empêche, la politesse flatte les vices des uns, la civilité nous empêche de mettre les nôtres au jour. On a là aussi quelque chose de très fort. À la limite, il est presque plus facile d'avoir une discipline consentie et partagée par le projet. On l'a bien vu tout à l'heure avec l'exemple de Vanves, que de faire de la discipline seule. Pour certaines classes, c'est aussi ce qui confère un intérêt sur cette affaire. Je conclue. Ah oui, sûrement.
on a là 15 ans de conviction, 15 ans d'efforts et 15 ans de projets, et aujourd'hui des résultats à l'école. Naturellement, tout n'est pas parfait. On voit bien aujourd'hui que d'ailleurs il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au sujet qu'il y a 15 ans. Mais ça, c'est la loi du genre. Pourquoi? Au fond, pour deux raisons. D'abord, parce que nous sommes, c'est pas un projet de majesté, nous nous sommes fondés sur une démarche disciplinaire. Enseigner la mer, c'est un métier. Enseigner, c'est une profession. La mer s'enseigne par des gens qui sont des gens de métier, par des professionnels qui professent professionnellement. C'est la clé de la démarche. Deuxième élément, naturellement, il est possible de s'accorder des convergences possibles, des routes de convergence, comme on dit dans la marine, c'est toujours préférable aux routes de collision, de s'accorder donc sur des convergences possibles avec d'autres disciplines. On a d'ailleurs commencé à le faire avec l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et la clé de cette affaire, de ces 4 champs disciplinaires, parce que l'histoire et la géographie sont des disciplines, la géopolitique et les sciences politiques sont des champs disciplinaires, qui font appel d'ailleurs à un certain nombre de choses, tout en gardant, et c'est pour ça que c'est un enseignement difficile et exigeant, tout en demandant aux enseignants qui choisissent d'enseigner ces domaines, de rester fidèles à la démarche de chacune des disciplines, et de ne pas hésiter à dire lorsque la convergence ne fonctionne pas. C'est aussi, me semble-t-il, quelque chose d'important. Il y a des démarches spécifiques qui demeurent, même si on peut avoir des débats sur les finalités. Et se souvenir aussi qu'un enseignement ne se définit que par son cœur et pas par ses marges. Et on peut très bien parler de développement durable, ce qui d'ailleurs est une notion qui maintenant est assez ancienne, à la fois datée et importée, qui mérite d'être largement interrogée. Et d'ailleurs, l'année de la mer en 2025 ne saurait se réduire à ça. D'où, et j'en finis, vraiment, une triple exigence. Et pourquoi pas une triple légitimité. Pour bien enseigner la mer, il faut avoir à la fois une légitimité académique, une légitimité didactique et une légitimité pédagogique. C'est-à-dire la confier à des enseignants, appuyer le cas échéant, et chers amis grecs, c'est une perspective, appuyer le cas échéant par des inspecteurs généraux, et si vous n'en avez pas, je suggère de réfléchir à leur création. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lecoq, pour ce rapport extrêmement intéressant et très dense, qui a mis en évidence les facteurs qui entrent en jeu pour pouvoir organiser un enseignement de la mer, et aussi le terrain sur lequel cet enseignement se manifeste. Et là aussi, il nous a aussi appris qu'il faut quand même une approche professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à des gens qui savent comment exercer cet enseignement. Il a mis en évidence aussi le besoin de convergence avec d'autres disciplines. Et finalement, il a aussi éclairé les différentes manières de procéder à cet enseignement académique, didactique, etc. Nous aurons l'occasion de discuter davantage, je pense, quand on aura fini la présentation. Je vais demander maintenant à Mme Florence Fix, également inspectrice générale de l'Éducation nationale, de prendre la parole et de nous parler de la politique d'éducation nationale en France. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous présente mes sincères excuses pour mon absence au cours de la journée. J'avais le jury justement du recrutement du CAPLP, pour le certificat d'aptitude professionnelle pour les professeurs du lycée professionnel, et après le concours général de géographie. Donc j'ai enchaîné les jurys de concours. Donc merci de cette invitation et bravo aussi de cette initiative, parce qu'on peut, comme vient de le dire mon collègue Christophe Lecoq, que se réjouir
de cette volonté de promouvoir l'enseignement de la mer. Et effectivement, cela impose de relever passer outre certains écueils. Alors, je vais me concentrer plus spécifiquement sur la géographie, et un peu l'histoire, mais plus sur la géographie, et sur justement les programmes, parce que même si je partage totalement ce que vient de dire Tristan Lecoq sur le fait qu'il s'agit d'un triptyque, si on n'a pas les programmes, on n'a pas la nécessité de former les professeurs et d'écrire des ressources. Donc, ayant été coordinatrice de l'écriture du programme de géographie et de la spécialité histoire géographique, géopolitique, sciences politiques, et étant actuellement coordinatrice de la rédaction du projet de programme, cette fois-ci pour l'école élémentaire et le collège, je vais donc me limiter à ce que je connais le moins mal. Alors, je pense que pour introduire un thème dans un programme, il faut d'abord tenir compte du cadre pour que celui-ci cette nouvelle entrée soit acceptée. Et donc, en France, il a fallu respecter le fait que l'objectif des programmes scolaires d'histoire-géographie est une double finalité. D'une part, donner les clés de lecture du monde contemporain et d'autre part, permettre aux élèves de devenir des citoyens informés et responsables. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des entrées de programme qui transmettent à la fois des connaissances, mais aussi des savoir-faire, ce qu'on appelle des compétences. Et il faut aussi que les valeurs de la société, qui font partie du socle que tout élève doit avoir maîtrisé à la fin de la scolarité obligatoire, soient également acquis par le biais des différents programmes, y compris des programmes disciplinaires. On ne fait pas un programme valeurs de la République qui serait hors sol. Il faut également tenir compte, et il y a un principe de réalité, du temps imparti. Tristan vient de le dire, on a 2h30 par semaine de la 6e à la 4e, 3 heures par semaine de la 3e à la terminale, mais ça se divise entre l'histoire et la géographie. Nous avons pas mal de vacances et de ponts au mois de mai notamment, donc le nombre d'heures de cours sur l'année finalement se réduit et on a grosso modo 40 heures pour enseigner tout le programme d'histoire par an en 6e, 5e, 4e et 50 heures de la 3e à la terminale, donc 50 heures pour l'histoire, 50 heures pour la géographie, ce qui peut sembler beaucoup, mais quand on regarde après toutes les exigences de la société en termes d'attendus, on voit qu'on est en train de faire quelques arbitrages. Donc, ça veut dire que lorsqu'on décide de mettre a fortiori une nouvelle entrée, il faut faire une hiérarchie pour voir ce qu'on va pouvoir sortir sans que ça fasse trop grincer des dents, ici et là, et voir aussi qu'il y ait une progressivité de l'apprentissage pour que les élèves soient progressivement familiarisés avec une notion qui est nouvelle, qu'elle soit répétée parce que la pédagogie est l'art de la répétition, mais sans qu'il y ait une zone de recouvrement trop forte pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'ennui, mais bien une progression aussi qui soit parallèle au niveau des élèves. Et dans le cas qui nous préoccupe, à savoir l'histoire-géographie, il faut arbitrer entre les connaissances qui permettent de comprendre le monde, déterminer les points de repère à acquérir, quels vont être les lieux, les dates, les figures, les acteurs, les processus, les notions, etc. D'avoir présent à l'esprit aussi les fondements qui sont nécessaires pour comprendre ces éléments. Un territoire, par exemple, ce n'est pas fondamentalement acquis pour les élèves. Et voir aussi ce que vient d'évoquer Tristan, les conditions de mise en œuvre des programmes, à savoir le niveau de connaissance des professeurs pour enseigner cette discipline. Alors, on peut quand même s'étonner qu'il y a 15 ans, la mer n'existait pas de manière explicite dans les programmes, notamment les programmes d'histoire-géographie, et elle fait quand même, il faut être réaliste, dans les programmes de 2012, elle fait une entrée qui est relativement timide. C'est qu'il faut se replacer dans le contexte, et c'est là ce qui peut aider la Grèce actuellement, c'est que la France des années 2000 c'est une lapalissade, n'est pas la France des années 2025, et à l'époque, on ne parle pas tellement de la mer, hormis dans les milieux, stricto sensu, maritimes. On a certes eu à l'époque des ministères de la mer, mais la stratégie nationale qui est maintenant dite de la mer et du littoral n'est qu'une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, donc on reste tranquillement et sereinement au bord de la mer et on la regarde. Et
elle n'a aussi qu'un observatoire du littoral, qui est maintenant un observatoire, au contraire, de la mer et du littoral. Néanmoins, dans les années 2010, on commence à percevoir justement l'importance de cette étude de la mer parce qu'on prend conscience que la croissance des flux maritimes est bien plus forte que celle de la production à l'échelle mondiale, parce qu'on a vu aussi les conséquences de la fermeture du canal de Suez en 1973 sur toute la géopolitique et sur la réorganisation des flux. Et donc, on a cette entrée timide parce que, comme l'a dit Tristan, et je ne vais pas donc m'appesantir là-dessus, on a, pour pouvoir mettre en œuvre cette entrée, la nécessité de faire tout un écosystème pédagogique, donc de former et de produire les ressources. Formation qui est d'autant plus nécessaire qu'en géographie, la géographie de la mer et des océans, dans les années 2000, elle est quasiment inexistante. On a une géographie des littoraux et on a de l'océanographie. Mais la géographie, qui est l'articulation des hommes et des milieux, donc qui va s'intéresser à la relation homme-mer, alors même qu'on n'est pas présent de façon permanente sur la mer, n'existe pas. Or, pour étudier les mers et les océans, on est obligé de s'interroger déjà sur ce qu'est une mer et un océan. Si vous vous amusez, en cas d'insomnie, c'est radical, à consulter différents dictionnaires de géographie, vous verrez que la plupart définissent la mer par l'océan et l'océan par la mer. Je prendrai un des principaux, Roger Brunet dans les mots de la géographie, qui définit la mer au sens large, l'ensemble des eaux salées à la surface du globe, dont la plus grande partie constitue en fait les océans, au sens étroit, ce qui s'oppose à l'océan, partie d'océan identifiée, partie bordière d'océan, étendue maritime relativement isolée de l'océan, nappe d'eau intracontinentale. Donc vous voyez que si vous n'avez pas une petite idée de ce que peut être la mer et l'océan, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé, surtout que finalement les éléments qui sont très distinctifs, à savoir le fait qu'on a un caractère mobile, on y revient, qu'il faut les envisager dans une triple dimension, qu'il y a une appropriation croissante sans pour autant faire des espaces habités, ne figure pas dans cette définition qui date justement du début des années 2000. Et donc, il a fallu qu'en même temps, il y ait une géographie universitaire qui se développe pour faire prendre conscience des adaptations à mettre en œuvre pour la recherche, d'une part, et pour la transmission et donc l'enseignement, d'autre part. Et là, justement, on a un nombre croissant de géographes universitaires qui s'intéressent à la haute mer. Il y a un excellent article de Camille Parrain qui est paru dans la revue Écogéo en janvier-mars 2012, La haute mer, un espace aux frontières de la recherche géographique, qui montre bien cette transition et qui met en évidence la nécessité de l'interdisciplinarité, mais aussi de l'approche systémique. Et on a aussi, du coup, l'émergence de nouveaux termes. Le géographe aime bien l'espace, étendu lambda, on va dire, à la surface de la Terre. Il le distingue du territoire, qui est l'espace approprié. L'appropriation, même si on a des conflits sur les mers et les océans, n'est pas la même que sur la Terre. Et donc, on a de nouveaux termes qui apparaissent. Et là, je présente les excuses aux traducteurs parce que ça va peut-être être un tout petit peu plus compliqué. Il y a le terme de méritoire avec deux R. Donc, vous voyez là l'homogénéité de racine avec le territoire. Et donc, ça marque des caractéristiques et une socialisation propre. Et il y a le terme de méritorialisation, donc qui est l'appropriation, ce qu'a évoqué Tristan à l'instant, de dépendance, d'interdépendance et d'indépendance. Mais il y a aussi le terme de méritoire, et cette fois-ci avec un seul R, et là qui renvoie au mérite, en disant qu'il faut se rendre digne de mériter la mer. Donc, mais vous voyez du coup toutes les subtilités à mettre en évidence et à faire passer. Et donc, il a fallu aussi montrer et approfondir le fait que la mer permet le changement d'échelle, permet aussi l'approche systémique, qui sont les deux approches chères aux géographes. Et si vous me laissez encore 3 minutes, donc,
quand j'évoquais mon deuxième temps, qui sera plus court, hein, je me rassure, parce que finalement, ça c'est plus présent dans les programmes que vous pouvez lire sur le site des Buscoles. Cette progression de la connaissance, je l'évoquais, une progression identique pour les élèves. Et donc, dans les programmes de collège de 2016, qui sont les premiers programmes qui font entrer la mer, si vous regardez, le programme de 6e s'intéresse aux littoraux, et donc on regarde la mer depuis le rivage, on part finalement de ce que les élèves sont susceptibles de connaître, soit parce qu'ils y habitent, soit parce qu'ils ont la chance d'avoir pu y aller en vacances, en classe de mer ou autre. En 5e, on va étudier non pas la mer en tant que telle, mais les ressources que celle-ci peut produire en étudiant comment se nourrir, quelles sont les sources d'énergie. Donc là, on prend juste un thème et on montre que finalement tout ne vient pas sur la Terre, de la Terre, pardon. Et c'est finalement en 4e qu'on commence véritablement à parler de la mer à travers l'entrée de la mondialisation. Et maintenant, on a aussi l'objectif de développement durable 14 avec exploiter et conserver de manière durable les mers et les océans. Et on a aussi, donc, en 4e, véritablement, donc, la mer qui est une entrée à part entière comme vecteur de mondialisation. Et là, on quitte véritablement et les ports, et les littoraux, et les ressources pour étudier les flux, les acteurs qui sont présents et les conséquences que cela a pour les océans. Et en 3e, là, on commence à étudier les liens entre la France et la mer sous l'angle de comment la France peut rayonner dans le monde grâce à la mer et notamment par l'étude des territoires, des départements et territoires d'outre-mer qui représentent 96% de notre zone économique exclusive. Alors vous direz, on a tout couvert au collège, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire au lycée? Donc on a bien là justement ce que je vous disais, on a une première base qui est posée, et maintenant que les fondations sont établies, on peut construire les murs et donc approfondir un peu plus. Donc on a, donc pour la géographie, on a à la fois la notion de ressources, mais véritablement avec une entrée explicite en seconde, alors que c'était plus sous-jacent et une possibilité offerte à l'enseignant en classe de 5e. En classe de première, on étudie la littoralisation en l'associant au flux. Et en classe de terminale, là, ce n'est plus une entrée parmi d'autres, ce qui était le cas du programme de 2012, c'est le quart de programme de géographie de terminale, avec la mer au cœur des enjeux du monde contemporain, et une question spécifique qui est la France, puissance maritime, avec un point d'interrogation. Mais la fiche Buscoles, qui est la fiche de cadrage national, répond quand même assez favorablement à la question. Et en parallèle, puisqu'il y a eu une réforme qui a mis fin aux séries et a créé des spécialités, celle que Tristan a évoquée à l'instant, l'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, qui a encore plus l'objet de donner aux élèves les clés de compréhension du monde et qui vise à préparer la poursuite, mais surtout la réussite d'études dans le supérieur dans toutes les filières qui sont l'histoire-géographie, de lettres et sciences humaines au sens large. Là, il y a 25% du programme, 20%, pardonnez-moi, du programme de terminale, mais cela représente 25 heures. Donc 25 heures, vous voyez que c'est la moitié de l'enseignement de tronc commun qui est consacré aux nouveaux espaces de conquête, moitié mer, moitié espace exo-atmosphérique, pour montrer justement les liens et les différences qui s'articulent entre ces espaces. Et l'objectif, comme l'a dit Tristan, et ce sera ma conclusion, c'est bien évidemment que les élèves aient conscience, et on en discutait à l'instant durant la pause, maintenant on peut dire, je pense que les élèves, et une partie de la société française, savent que la France est la deuxième zone économique exclusive. Il faut maintenant qu'ils comprennent ce que veut dire cette zone économique exclusive. Et pour ça, je pense que la prochaine étape, c'est non seulement d'approfondir les programmes, les formations, etc., mais c'est aussi que la société se réveille et fasse des cartes différenciées. Pour l'instant, je pense qu'il y en a qui existent, hein, mais 90% des cartes, vous avez des choses différentes sur les continents,
Et la mer, c'est bleu. Et c'est le même bleu partout. Tous ceux qui ont navigué savent que la mer n'a pas le même bleu parce que ce n'est pas les mêmes ressources. Donc, si on a des images perpétuellement qui nous montrent la différence, ça nous aidera et ça permettra aux élèves, et là je reprends les termes de l'amiral Rogel, ça permettra aux élèves, lorsqu'ils regardent la mer, de regarder leur avenir. Et c'est peut-être aussi là un point pour vendre la mer dans les programmes et dans l'ensemble de l'écosystème scolaire. Oui, merci beaucoup, Madame Smith, pour ces pensées très intéressantes. Il faut dire qu'en France, il y a quand même une approche différente par rapport à la mer, si on compare à la Grèce, parce que la France, c'est un pays, c'est un grand continent, un grand pays continental qui possède des grands espaces maritimes, et qui intègre la mer dans son existence comme une sorte de réseau qui assure une présence mondiale, puisqu'il y a évidemment la Méditerranée et l'Atlantique, mais il y a aussi maintenant le Pacifique, qui est c'est le point crucial aujourd'hui. Donc tout se tourne vers là-bas. Et la France possède des territoires là-bas, donc elle a une base qui lui permet d'être mieux impliquée dans la région que les Anglais, par exemple, n'ont rien. Pour la Grèce, ce n'est pas la même chose, parce que la mer pour la Grèce, c'est son existence même, c'est-à-dire sans la mer, la Grèce n'existe pas. Donc la France, toute cette mer, elle a trouvé cette mer à cause de l'expansion, de la domination que la Grèce a fait pendant des siècles, etc., mondialement. Mais ce n'est pas la même chose. Et je me demande si l'approche peut être la même, c'est-à-dire que quand on enseigne en Grèce la mer, on n'est pas enseigné exactement de la même manière qu'on enseigne en France. En Grèce, il y a une dimension historique qui est très importante et qui doit être mise en valeur. C'est ce que j'ai essayé de dire au début de la séance précédente. C'est une prise de conscience historique pour la Grèce. La Grèce, par exemple, aujourd'hui, pour la première fois dans son histoire, s'est pas privée pratiquement de l'usage de la moitié de sa mer. Les Turcs, aujourd'hui, exercent un pouvoir de fait et ils privent les Grecs de la moitié de la... Je ne vais pas entrer maintenant dans la discussion si c'est à tort ou à raison, etc. Peu importe. Ce qui importe, c'est de savoir que ça va conduire de manière absolument certaine à une confrontation violente. Parce que s'il s'agit de laisser tomber une partie du territoire c'est la mer pour la Grèce, ils vont le faire par la guerre que par la paix. Ça ne va pas se passer de manière douce. J'ai entendu le matin l'amiral qui a très bien exposé le problème en 2 mots en disant que personne ne sera surpris si aujourd'hui l'amiral Osseur qui a très bien expliqué que personne ne sera vraiment surpris si on écoute par exemple le coup de croisine et que les 2 parties ont des arguments peut-être. Et donc, la conscience existe que l'enseignement de la mer en Grèce, il va de son existence même. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui nous sépare par rapport à la France. Ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas être longue, mais d'où l'importance de la notion de méritoire avec les 2 R, qui a été conçue d'ailleurs au départ pour des zones d'archipel. Voilà. Et là, la Grèce a sa partie continentale, mais toute la richesse de ses îles et de sa constitution. Et c'est bien justement cette notion de méritoire qui peut être particulièrement importante. La Grèce, en réalité, ce n'est pas le continent, c'est la région qui se trouve entre le continent et la côte turque, actuellement, qui n'est plus grecque à partir de 1922, mais qui était quand même très belle jusqu'à pendant 3000 ans. Et qui, évidemment, personne ne prétend qu'il faut la récupérer, mais on ne peut pas non plus l'ignorer. Maintenant, je vais demander à Mme Coralie Noël, fonctionnaire au développement durable et également conseillère pour l'enseignement scolaire, de prendre la parole. Et je vais laisser intervenir M. Dubec qui va répondre à tout ce qui a été, qui va prendre en compte tout ce qui a été dit et qui va aussi nous dire ce qui se passe en Grèce. Alors, Madame Noël, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Forsakis. Bonjour à toutes et tous. Bien comme ça, effectivement, on va clore le volet français de cette table ronde, en effet. Je vais apporter quelques compléments à ce qui a déjà été dit par nos 2 inspecteurs généraux du ministère de l'Éducation nationale.
Alors j'ai vraiment le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup coopéré avec la Grèce dans des postes antérieurs sur la politique de l'eau, justement. Il se trouve que je suis ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Donc j'ai eu plaisir à entendre parler des ponts, aussi tout à l'heure, les ponts qui relient les hommes par-delà l'eau et la mer. Et j'avais déjà constaté que la Grèce était particulièrement impliquée sur les questions aquatiques. Donc de nouveau aujourd'hui, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur les questions océaniques. Alors, depuis 5 ans, je suis au ministère de l'Éducation nationale où j'ai été nommée pour faire le lien avec les problématiques scientifiques, environnementales, de transition écologique, de développement durable. Parce que j'ai un parcours très interministériel. J'ai œuvré dans beaucoup de ministères différents précédemment, au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Santé, au ministère du Travail, au ministère des Outre-mer dont on parlait tout à l'heure. Et justement, toutes ces questions-là, elles sont à intégrer au niveau éducatif pour parler de l'environnement, pour parler de la mer, parce que tout est lié. Tous ces secteurs-là sont reliés. Et il se trouve qu'au ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu vraiment le plaisir de découvrir qu'une approche globale était menée. Et depuis longtemps. C'est-à-dire que l'éducation et le développement durable, qui a été mentionnée tout à l'heure, elle est introduite dans les textes depuis 1977. La première circulaire ministérielle qui en parle date de cette époque, avec une succession de textes ensuite, et elle est intégrée dans la loi. Donc ça, c'est important aussi peut-être de le considérer si vous avez une évolution à faire au niveau de la Grèce, c'est que ça a été introduit dans la loi, dans le Code de l'éducation, en 2013, avec un renforcement récent en 2021 avec la loi climat et résilience. Alors comme les phénomènes sont complexes, les phénomènes scientifiques sont complexes en matière de climat et de beaucoup d'autres phénomènes qui interviennent au niveau de la mer, il y a vraiment un enjeu très fort au niveau des élèves, c'est de renforcer la formation scientifique. Donc on essaie vraiment d'élever les jeunes au niveau des fondements scientifiques et de faire le lien aussi avec l'ensemble des autres disciplines dans une approche globale interdisciplinaire. Alors l'objet, c'est de donner aux élèves les moyens de comprendre et d'agir. Et de comprendre donc, ces phénomènes qui interviennent et d'agir en tant que citoyen éclairé et responsable, comme Florence Smith l'a indiqué tout à l'heure. Et il y a une implication ancienne et importante de ce ministère sur les questions de la mer depuis déjà 15-20 d'années, avec des premiers partenariats avec des fondations scientifiques dans le domaine de la mer qui datent d'il y a 15-20 ans déjà. Et puis une intégration dans les programmes scolaires qui datent effectivement il y a 15 ans. Et ce qui est intéressant en France, c'est que je n'ai pas trouvé dans d'autres pays, parce que je suis point focal européenne pour ces questions-là, je travaille dans le domaine d'un groupe de travail européen avec la Commission européenne, c'est qu'on a une approche vraiment complète, intégrée. Je le dis, c'est pour souligner encore plus ce qu'indiquait notre inspecteur général Tristan Lecoq, c'est qu'en fait on joue sur tous les tableaux. Les programmes scolaires, la formation des enseignants, des projets pédagogiques concrets, des ressources, et puis des partenariats. Et ça, on ne le retrouve apparemment pas de manière complète dans les autres pays européens. Et cette approche complète, elle est cruciale. L'approche interdisciplinaire, elle est également essentielle parce que quand on parle de mer, c'est des enjeux maritimes qui sont à la fois économiques, sociaux, environnementaux, climatiques, géostratégiques et sécuritaires également. On l'a vu, il y a vraiment un caractère systémique, tout est lié. Et en fait, ce qui compte aussi, c'est d'avoir un plan d'action global et cohérent pour ça, et d'avoir une approche globale. Alors, non seulement c'est dans des programmes scolaires, mais en plus, on a une éducation au développement durable qui est transversale et qui est destinée à relier les différentes disciplines. Alors, par exemple, on a établi un plan d'action qui a été publié en 2023, qui s'appelle « L'école comme premier lieu de l'engagement pour la transition écologique ». Et ce plan d'action fait appel à plusieurs actions sur la connaissance qu'on fait acquérir aux élèves, sur l'engagement des élèves et aussi, troisièmement, l'engagement collectif à l'échelle des établissements. Alors, quelques outils, par exemple, qui ont été élaborés suite à ce plan d'action. Un référentiel de compétences. Alors ça, c'est important parce que ça permet, justement, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, c'est d'aller faire appel dans
les différentes disciplines à ce qui relève de chaque discipline, donc du coup d'aider chaque enseignant à trouver comment aborder le sujet notamment de la mer dans sa discipline, mais aussi aider les enseignants à travailler ensemble collectivement au niveau interdisciplinaire pour faciliter ce travail collectif. On a édité aussi un guide qui s'appelle Agir pour la transition écologique dans les écoles, collèges et lycées. Donc là, on est dans le domaine de l'action concrète menée dans l'établissement. Donc vous voyez que là, on est sur ces deux volets complémentaires, comprendre et agir. Alors tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'entendre parler des éco-délégués. Ça, c'est un des deux premiers dispositifs dont je souhaiterais vous parler rapidement. Ces deux dispositifs sont spécifiques à la France. Au niveau européen, je ne les ai pas retrouvés non plus. Donc les éco-délégués sont élus désormais dans toutes les classes de collège et de lycée à raison de, en principe, 2 élèves qui ont un rôle d'ambassadeur sur les sujets environnementaux. Et les actions sont menées à l'échelle de leur classe, à leur initiative et à l'échelle de l'établissement. Et dans des domaines très divers, ça peut être sur la biodiversité, la végétalisation de la cour d'école, donc du coup pour éviter une pollution par les eaux pluviales, il y a aussi des actions sur les déchets et sur beaucoup d'autres questions énergétiques par exemple. Et en fait, tout va concourir à mieux préserver l'océan, entre autres. Et on a créé un prix de l'action de ces élèves, un prix d'action éco-délégué, il y a 5 ans. Là, c'est la 5e édition cette année. Et cette année, comme c'est l'année de la mer, eh bien, on a décidé de créer un prix spécial Océan qui sera remis à Nice à la conférence des Nations Unies pour l'océan. La conférence UNOC qui se tiendra en juin à Nice. Et puis, le deuxième dispositif qui est très spécifique à la France, c'est une labellisation qui s'appelle la labellisation E3D. Alors E3D, qu'est-ce que c'est? C'est établissement ou école engagé pour le développement durable. Et l'intérêt de ce label, c'est qu'il fait le lien entre justement les apprentissages scolaires et l'action concrète dans l'établissement, dans l'approche globale. Et à travers ces démarches globales-là, évidemment que la mer et l'océan sont traités par l'ensemble de ces actions qui sont favorables à l'environnement. Aujourd'hui, on a un quart des établissements scolaires qui sont labellisés comme cela, le 3D. Alors, ce qui est important aussi, notamment si vous comptez renforcer la prise en compte de la mer dans vos enseignements, c'est de penser à la gouvernance, au pilotage. Donc en France, on a mis en place un système de pilotage à toutes les échelles. On a un référent dans chaque établissement scolaire, un référent au niveau académique auprès de chaque recteur, et puis un pilotage au niveau national aussi. Et la dimension des partenaires est super importante. J'ai relevé pas moins d'une centaine de partenariats dans le domaine de la mer que nous avons développés au niveau du ministère de l'Éducation, avec des associations, des fondations, des établissements publics comme l'IFREMER ou avec d'autres ministères. Et nous avons placé l'année scolaire courante sous le signe de l'année de la mer, et notamment on l'a intégré dans la circulaire de rentrée au début de cette année scolaire en demandant aux enseignants de justement favoriser des dispositifs pédagogiques portant sur la mer cette année. Et on a organisé beaucoup d'événements nationaux en lien avec la mer. Alors, on a organisé une simulation de COP, de conférence des parties, une COP climat liée à l'océan au mois de septembre dernier. Nous avons organisé un séminaire national sur les classes à enjeux maritimes qui ont été évoquées tout à l'heure par Madame Valégué. Le dispositif des classes enjeux maritimes, j'ai le plaisir de le piloter au niveau national, au niveau du ministère. Ce dispositif, il fait le lien entre tous les enjeux maritimes dans le cadre d'un projet pédagogique complet qui est suivi tout au long de l'année par nos classes. Aujourd'hui, c'est pour le moment environ 130 classes qui sont concernées. Donc on en est au début. Et le but, ça va être de diffuser ce dispositif-là beaucoup plus largement. Et puis on a également édité une séquence de formation nationale de tous les inspecteurs d'académie sur le thème de la mer cette année, c'était au mois d'avril, en baie de Somme, sur la question principalement de l'érosion côtière, en particulier des risques liés à l'érosion côtière. Alors, je pilote également le concours du Parlement des enfants qui a été évoqué tout à l'heure par Madame Hugonin de très belle façon, avec l'exemple de ce qui a été mené avec sa classe.
Et ce Parlement des enfants, cette année, était sur le thème de l'océan. Je disais tout à l'heure que nous serons présents au mois de juin à Nice. Donc le 12 juin, il y aura une séquence jeunesse en principe en présence de la ministre avec une déclaration qui sera publiée sur l'Ocean Literacy conjointement avec l'UNESCO. Et on proposera à plusieurs pays de nous rejoindre dans le cadre de cette déclaration pour élargir la portée de cette déclaration lors de l'UNESCO. Un petit point aussi, c'est qu'on est en train de développer un projet franco-britannique sur le thème de l'océan avec le British Council et qu'on pourrait très bien imaginer en développer un également avec la Grèce, pourquoi pas l'année prochaine. Et on le fait notamment avec l'Agence française de développement, ce projet. Et avec l'Agence française de développement, on a publié il y a 3 semaines cette plaquette qui s'appelle Océan, comprendre et agir et qui met en exergue un certain nombre d'outils pour les enseignants. Et que vous pourrez trouver sur notre site internet. Et l'AFD peut être un opérateur qui pourrait intervenir dans des projets de coopération entre le ministère de l'Éducation et plusieurs autres pays éventuellement. Alors là, on a l'année de la mer 2025 et bientôt on entame les 400 ans de la Marine nationale. La Marine nationale française va fêter ses 400 ans en 2026 et nous commençons à préparer cette année 2026 avec le ministère des Armées, avec la Marine nationale, au niveau pédagogique. Donc là, on est dans la continuité, année de la mer, 400 ans de la Marine, pour continuer à développer des projets pédagogiques et les ressources pédagogiques. Encore un petit zoom sur quelques dispositifs pédagogiques concrets pour vous montrer qu'on a en France voulu vraiment développer des dispositifs spécifiques sur la mer. On a ce qu'on appelle les aires éducatives, notamment marines, aires éducatives marines. Donc, dans le cadre de ce projet pédagogique, les élèves suivent, observent au niveau scientifique une parcelle de terre ou une parcelle maritime littorale tout au long de l'année. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont réunis dans un conseil des élèves. Là, c'est une démarche de citoyenneté. Et ils vont être amenés à discuter, prendre des décisions entre eux sur les mesures à prendre pour améliorer la gestion de leur parcelle, pour améliorer la gestion de leur aire terrestre ou aire marine éducative. Donc c'est une dimension d'éco-citoyenneté importante qui a été intégrée là. Et donc c'est pour nous très important parce qu'on a décidé en France de renforcer le programme d'éducation morale et civique sur ce plan-là de l'éco-citoyenneté pour relier transition écologique et citoyenneté. Enfin, on a un dispositif aussi sur les pôles, sur les enjeux polaires, ce qu'on appelle l'appel des pôles. Et l'objectif dans le cadre de cette action éducative, c'est de faire venir des chercheurs du CNRS, de l'Institut Pauline Victor, pour venir parler aux élèves des enjeux scientifiques liés au pôle. Et on a un brevet d'initiation à la mer qui a pour vocation de faire découvrir aux élèves les filières professionnelles, les métiers liés à la mer. Faire découvrir les métiers, c'est très important, et en particulier pour tous les élèves qui sont éloignés de la mer. Et tous ces dispositifs-là, ils ont vraiment vocation à toucher tous les élèves, surtout pas que les élèves qui sont en bord de mer, mais tous les élèves, c'est bien l'objectif. Et pour ça, on développe des ressources pédagogiques avec un certain nombre de partenaires, comme la Fondation Tara Océan, qui développe une démarche qui s'appelle Plastique à la loupe. C'est une démarche de sciences participatives où les élèves vont examiner la pollution marine sur un échantillon d'eau marine et envoyer leurs données scientifiques aux chercheurs, et les chercheurs en retour vont leur envoyer les résultats de leurs études. Donc c'est très intéressant. Et puis ils vont travailler étroitement avec la Fondation de la mer, puisque le partenaire des classes enjeux maritimes, c'est la Fondation de la mer et aussi la Marine nationale. Et on travaille étroitement avec la Fondation Maud Fontenot également, avec l'Office for Climate Education pour les aspects climat et océan, l'IFREMER bien sûr, l'AFD dont je vous parlais tout à l'heure à propos de cette plaquette. Et au total, au final, ce que je dirais, c'est qu'on a vraiment l'enjeu de développer une vision systémique, parce que tout est relié, et il y a un enjeu de faire comprendre la complexité.
de développer l'esprit critique aussi. Et on cherche à croiser les questions maritimes environnementales et les questions maritimes stratégiques et de défense. Et dans les temps actuels, c'est d'autant plus important de préparer les jeunes générations à ces sujets, et également de les préparer en termes de prévention et de gestion des risques, en termes de résilience aussi, et de le relier aux questions de citoyenneté et d'engagement. On développe aussi des dispositifs comme les services civiques, comme des classes engagées qui prennent le thème de la mer comme thème central d'action. Il y a un enjeu aussi, c'est d'orienter ces dispositifs vers l'enseignement professionnel qui mérite de se voir aussi développer en matière d'enjeux maritimes. Donc on va développer plus d'actions vers l'enseignement professionnel, aussi vers l'enseignement agricole également, avec le ministère de l'Agriculture. Et on a des enjeux spécifiques en Outre-mer, comme cela a été souligné tout à l'heure, et des enjeux de coopération européenne. Donc ce dialogue franco-hellénique d'aujourd'hui y participe, et merci beaucoup justement pour l'organisation de cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Noël. Je reste admiratif devant le grand nombre d'activités qui se développent et qui convergent qui corroborent cet enseignement de la mer. C'est vraiment impressionnant. Je me demande, il y a des comptes rendus, il y a des comptes rendus, on sait des résultats concrets, parce que cette activité, on a une manière pour les évaluer. Nous n'avons pas de compte rendu exhaustif, de remontée exhaustive de tous ces projets, de toutes ces actions, parce que, comme Tristan Lecoq le rappelait tout à l'heure, on a un grand nombre d'établissements scolaires en France. On approche les 60 000 structures scolaires, et il n'y a pas de système de remontée exhaustif de tout ce qui se fait. Donc ça remonte à travers les rectorats, à travers des appels à projets, à travers des concours, des prix, des challenges. Ça remonte à travers des événements comme des colloques, des séminaires, où on peut être amené à mettre en valeur certains projets. Ça remonte aussi sur les sites académiques, parce que dans chaque site internet de chaque rectorat, il y a une rubrique spécialement dédiée à l'éducation au développement durable, par exemple, dans laquelle on va trouver des exemples de projets. Et au niveau national, Florence Smith évoquait tout à l'heure EduScol. EduScol, c'est une plateforme internet du ministère de l'Éducation nationale qui est consacrée aux enseignants, donc qui est tout à fait ouverte au grand public aussi. Et il y a une rubrique éducation et développement durable, il y a une rubrique mer et océan spécifique qui a été mise en place, et où on trouve quelques exemples de projets. Mais j'ai bien justement dans l'idée de valoriser davantage tous ces projets qui sont menés sur la mer, afin de les faire connaître plus, notamment dans la perspective des prochains événements internationaux. C'est tout un travail. Ils ne manqueront pas de nous surprendre. Oui, il y a des projets vraiment fantastiques qui sont menés. Nos professeurs, nos équipes éducatives partout en France sont vraiment très, très motivés et très mobilisés, et il y a des fantastiques projets qui sont conduits. C'est très enthousiasmant. Maintenant, la parole est à M. Koukakis, qui est professeur à l'université de Ioannina, des îles Ioniennes, et il est également président de l'Institut hellénique de politique éducative, donc il est compétent pour développer ses positions sur ces questions. Monsieur Koukakis, vous avez la parole. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά σήμερα. Κλείνω με τη δικιά μου ομιλία και τα συμπεράσματα του κ. Πρεβελάκη. Αν μάζευα βέβαια την ημέρα σε μια σκέψη, θα έλεγα πως χρειαζόμαστε τέτοιες συζητήσεις για κάθε κομμάτι που συσχετίζεται και αγγίζει το σχολείο και τη σχολική εκπαίδευση. Για να πούμε όσοι σχεδιάζουμε εκπαιδευτική πολιτική, αλλά για να κατανοούμε μεταξύ μας και η εκπαιδευτική αλλά και η κοινωνία τι πραγματικά κάνουμε για την εκπαίδευση και τι αντίκτυπο έχουν ίσως αυτές οι ενέργειες που κάνουμε στα παιδιά μας και συνολικά στην κοινωνία. Οι εισηγήσεις που έγιναν σήμερα μας κέρδισαν ζωντανούς ως τώρα, χωρίς πολύ καφέ, αλλά τα καταφέραμε όλοι, ήπιαμε στο τέλος και έτσι μας βοήθησε εξαιρετικά. Θα συνηγορήσουμε και νομίζω όλοι μας ότι
το θέμα μας, η παιδεία της θάλασσας, ξεπερνά τα προγράμματα σπουδών. Βγάζοντας για λίγο το καπέλο του θεσμικού ρόλου μου και του πανεπιστημιακού θα έλεγα, θα πω πως η θάλασσα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους. Είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι οικονομία, είναι γεωπολιτική, είναι βιωσιμότητα, αλλά κυρίως, και το νιώθουμε όλοι εμείς στην Ελλάδα, και βάζω και εγώ την παρένθεσή μου τώρα ότι είμαι από ένα νησί, είμαι από την Κέρκυρα, που λίγο συζητήσαμε με την Κοίτασίδα μεταξύ Κέρκυρας και Μενίτσας πριν για τη θάλασσα. Είναι τρόπος σκέψης και τρόπος της ζωής μας. Εγώ δεν φαντάζομαι κάθε πρωί που ξυπνάω στην Κέρκυρα να μην δω τη θάλασσα. Μου είναι κάτι που μου λείπει φοβερά. Φορώντας μου συχνά το καπέλο του Προέδρου του ΙΕΠ και του Ακαδημαϊκού, είναι απαραίτητο να αναφέρω ότι συνεχώς αναζητούμε τρόπους ώστε αυτή η σχέση να εκφράζεται και συστηματικά στην εκπαίδευση. Με παιδαγωγική ουσία, με επιστημονική τεκμηρίωση και προφανώς πολιτισμική ευαισθησία. Αυτό που θέλουμε σήμερα, και πάλι θα ευχαριστούμε τον κύριο Πρεβελάκη που μας προσφέρει αυτή την ευκαιρία, είναι να δούμε πώς οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι σχεδιασμοί των Υπουργείων Παιδείας συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών μας με μια διεπιστημονική, διαθεματική και βιωματική προσέγγιση. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το πλαίσιο να ξεκινήσω με κάτι που είναι αναμενόμενο να λέμε στην παιδεία, αλλά δεν το βάζουμε μπροστά μας κάθε φορά. Και επιτρέψτε μου να προσεγγίσω λίγο, εμείς στην χώρα μας το ξέρουμε, το περιβόητο άρθρο 16 του Συντάγματος, όπου εκεί διατυπώνεται με σαφήνεια ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους, με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Έτσι είναι το Σύνταγμά μας. Και όλα αυτά συμβαίνουν και χάρη στην τυπική εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Διότι πάντα έχουμε και μια άτυπη εκπαίδευση που πολύ εύστοχα υπόθηκε εδώ πέρα σε αρκετά σημεία. Ίσως να είναι πιο κρίσιμο να μιλήσω με αυτόν που ασχολείται με την αλληλεία από ότι από αυτόν που κάνει μάθημα στην τάξη για το θέμα της αλληλείας. Και ως εκ τούτου όμως, ως εκπαίδευση, ως σχολείο, ως τομέα, ως πανεπιστήμια, έχουμε ένα πλήθος υποχρεώσεων απέναντι στην κοινωνία. Και θα τολμούσα να πω ότι σήμερα, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων και αλλαγών που έχουμε γύρω μας, χρειαζόμαστε μια παιδεία που χτίζει ικανότητες. Και πιο συγκεκριμένα, μαζεύω όλα αυτά που βάζουν μέσα στις ικανότητες με το νέο πλαίσιο διεθνώς που δομείται, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες μάλιστα χρειάζεται να είναι και αλληλένδετες μεταξύ τους. Άρα θέλουμε μαθητές και μαθήτες που σκέφτονται κριτικά, που κατανοούν τον ρόλο τους σε μια δημοκρατική κοινωνία, που συμμετέχουν ενεργά τόσο στο σχολείο τους, όσο και πέρα από αυτό. Λοιπόν, μίλησα αρκετή ώρα και δεν έχω πει μια λέξη για τον φορέα μου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ΙΕΠ είναι ο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι ο επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε όλα τα ζητήματα της σχολικής εκπαίδευσης. Το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, δηλαδή όχι μόνο το τι θα διδαχθεί στα σχολεία, αλλά και για το πώς θα διδαχθεί αυτό στα σχολεία και πώς θα αξιολογηθεί. Παράλληλα, επενδύουμε σε συνεχή επαγγελματική άρρωση των εκπαιδευτικών. Είναι το πολύ κρίσιμο θέμα που θέσατε πριν. Είναι ίσως το κρισιμότερο θέμα σε όλη την ατζέντα. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι εκπαιδευτικοί πριν το δασκάλο, πλην της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχουν πιστοποίηση γνώσεων παιδαγωγικής και διδακτικής επαρκείας. Με άλλα λόγια, εγώ που το πρώτο μου πτυχίο είναι του μαθηματικού, δεν είχα καμιά παιδαγωγική επάρκεια και έγινα μαθηματικός στη σχολική εκπαίδευση. Με δύο λόγια, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό και τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο που ξεκινά από την πολιτική, τη εκάστοτε πολιτική ηγεσία που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και καταλήγει στη σχολική τάξη, αλλά κυρίως έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Και πρέπει να σου πω ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί έργα που αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της εκπαίδευσης. Από την ανάγκη κάθε φορά να αξιολογήσουμε το τι είναι το διδάξιμο, τι πρέπει να διδάσκουμε στα σχολεία και τι πρέπει να διδαχθεί στα σχολεία, το πολλαπλό βιβλίο, που είναι μια νέα προοπτική που ετοιμάζεται για τη σχολική εκπαίδευση, μέχρι τη διδασκαλία των ολόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων που για πρώτη φορά μπήκε συστηματικά
πρόδειλα, θα το λέγαμε, όπως υπόθηκε πριν, φέτος στα σχολεία, σε σχέση με το παρελθόν, που όταν και εγώ ήμουν μαθητής και στο σχολείο, η καθηγήτριά μας, οι καθηγητές μας έλεγε να πάρουμε ένα βιβλίο τα Χριστούγεννα, να διαβάσουμε και να δουλέψουμε μετά σχολείο. Από φέτος μπήκε πλήρως ενσωματωμένο, δωρεάν σε παιδιά, σχολικό βιβλίο σε όλο το δημόσιο σχολείο της χώρας. Όμως τεκρίνω και σε κάτι άλλο. Και αυτό έγινε πριν από αρκετά χρόνια με την Υπουργό Οικονομία και την Κεραμαίο στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα το αναλύσω λίγο παρακάτω, αλλά και ένα άλλο έργο πολύ κρίσιμο που τρέχει πολλά χρόνια και είμαστε περήφανοι για αυτό στην Ελλάδα, την παρακολούθηση της μαθητικής διαδρομής. Ξέρετε, η χώρα μας έχει τη μικρότερη μαθητική διαδρομή από όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Παράλληλα, και φέτος πολύ πιο έντονα, αναπτύξαμε για πρώτη φορά το ψηφιακό φροντιστήριο. Ένα ψηφιακό σχολείο, που μέσα σε αυτό υπάρχει ένα ψηφιακό φροντιστήριο, που ήταν μια δύσκολη έννοια να πούμε φροντιστήριο δημόσια εκπαιδευτική, στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά το είπε και ο Πρωθυπουργός. Και το ζήτησε ο Πρωθυπουργός να ονομαστεί ψηφιακό φροντιστήριο. Ακριβώς για να δώσουμε αυτό το νόημα ότι ερχόμαστε να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Έχουμε στοχευμένες δράσεις εκμόρφωσης και ξέρετε και ένα σημαντικό. Επαναφέρουμε και επιχειρούμε τα τελευταία χρόνια να επαναφέρουμε τη δημόσια εκπαίδευση εκεί που της αρμόζει. Και το λέω εγώ, προερχόμενος 23 χρόνια την ιδιωτική εκπαίδευση, που έχω δουλέψει από το 1999 στο μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Ελλάδας. Πάνω από 18 έργα, είτε χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Δευτικότητας, είτε από το ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό που να έχει το ΙΕΠ αυτή τη στιγμή που ξεπερνά τα 133 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα το ερώτημα είναι και τι κάνουμε με αυτά τα λεφτά. Εντάξει, πολλά ωραία ακούγονται αυτά τα λεφτά. Τι προσδοκίες έχουμε, πώς μετράμε την απόδοση αυτών των πόρων. Τέθηκε πολύ έντονα εδώ πέρα σε όλη τη συζήτηση. Τελικά τα μετράμε όλα αυτά που κάνουμε στην εκπαίδευση. Έχουμε ανατροφοδότηση. Δεν είχαμε. Και δεν είχαμε διότι δεν είχαμε την ικανότητα και τις δεξιότητες και τη γνώση ή την ελευθερία, θα το πω λίγο πιο σκληρά, να μαζέψουμε δεδομένα. Και όσο μπορούμε και να μαζεύουμε δεδομένα, όπως ακούστηκε πολύ έντονα για τα πλοία, το τι μπορούμε να κάνουμε σε όλο τον κόσμο πλέον και να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει, έτσι χτιζόμαστε στην εκπαίδευση. Και τώρα είμαστε στη φάση που μαζεύουμε δεδομένα. Μαζεύουμε δεδομένα από τις διαγνωστικές εξετάσεις, στα παιδάκια της 6ης Δημοτικού και τα παιδάκια της 3ης Δημοτικού, για να δούμε με τι φεύγουν από το δημοτικό και με τι φεύγουν, με τι γνώση φεύγουν από το γυμνάσιο, για να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε στην εκπαιδευτική μας πολιτική, ή με την αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων, όπου μόνες τους παρέχουν ένα πλαίσιο το πώς λειτουργούν και πώς εξελίσσονται. Το θέτω όμως ρητορικά το ερώτημα. Αυτό που είπα πριν. Τι αναμένουμε. Γιατί ξέρετε, φάνηκε και σήμερα εδώ πέρα υπάρχει μια έντονη αμφισβήτηση. Τα σχολεία δεν αλλάζουν, τα σχολεία δεν βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και να αλλάξουν στάσεις σε μια σειρά ζητημάτων. Το Υπουργείο δεν μας ακούει, το Υπουργείο δεν σχεδιάζει, το Υπουργείο, η εκπαιδευτική μας, όλες αυτές οι απόψεις είναι αποδεκτές και είναι απαραίτητο να τις ακούμε. Και είναι και απαραίτητο να υπάρχει κριτική, γιατί μόνο χάρη στην κριτική μπορούμε να κάνουμε το επόμενο άλμα. Και το λέω άλμα γιατί οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας τα τελευταία χρόνια, από την Νίκη Κεραμαίο, τον Κυριάκο Τουρκάκη και σήμερα με τη Σοφία Τσαχαράκη, κάνει άλματα σε αυτό που βιώσαν ως εκπαίδευση του έργου. Οι διαφορετικές απόψεις για την ποιότητα και την αξία των δράσεων είναι κρίσιμες όταν, και αυτό έχει γίνει πολύ έντονο επίσης από την Σοφία τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε και παίρνουμε ιδέες από αυτά που συμβαίνουν στα καλά σχολεία. Είτε αυτά είναι τα ιδιωτικά σχολεία, είτε αυτά είναι τα πρότυπα και τα πραγματικά σχολεία της χώρας μας. Όμως, πίσω από κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην περίπτωσή μας, γιατί εμείς συζητούμαστε για οποιαδήποτε πολιτική, σήμερα εισηγηθήκαμε μια πολιτική στην Υπουργείο Παιδείας για τις ξένες γλώσσες, που είναι ένα κάθι για το οποίο έχουμε όλη μια εικόνα που θέλουμε να τροποποιήσουμε και την αποδέχτηκε η Υπουργός και βγήκε ανακοίνωση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι βρίσκεται προσπάθεια εκατοντάδων εκπαιδευτικών, στελεχών, επιστημόνων που εργάζονται με εύθυμα ευθύνης. Ο στόχος από όλα αυτά είναι να έχουμε ένα σχολείο από το αγροτικό νησί
μέχρι το κέντρο της Αθήνας που έχουν παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, καθώς και στην Ιμογένεια, να τους παρέχουμε ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας και να ενισχύουμε όσο είναι εφικτό, και εκεί είναι ο ρόλος μας ο πιο σημαντικός, το ξαναείπα και πριν, τον εκπαιδευτικό, να ενισχύουμε τον ρόλο του εκπαιδευτικού, γιατί αυτός είναι ο φορέας της αλλαγής και ο φορέας δημοκρατίας. Μπορούμε καλύτερα, προφανώς μπορούμε. Μπορούμε και γι' αυτό κάνουμε και επιπλέον βήματα. Τα δημόσια ανάσια σχολεία, που ξεκινούν από τον χρόνο, είναι ένα πολύ μεγάλο project, πολύ μεγάλη δυνατότητα να επαναφέρουμε την ευκαιρία να προσφέρονται στα παιδιά μας πρόσθετες δομές, γιατί τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσεγγίσουν άλλα σχολεία. Και ταυτόχρονα έχουμε και δομές που ακούσαμε και πριν και είναι πολύ σημαντικό, και σήμερα πάλι είχαμε μια νέα απόφαση, την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 13 δημόσια σχολεία. Από την άλλη, και τα λέμε όλα αυτά και αμφισβητούμε τη σχολική εκπαίδευση, όλοι μας υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον. Όχι ως κόστος βέβαια, αλλά ως επένδυση, και το είπαμε πολύ ωραία πριν, η ομάδα του Υπουργείου Παιδείας, που έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και χρειάζεται και χρόνια να το δούμε. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής λαμβάνουμε ερωτήματα από βουλευτές, από φορείς, από οργανώσεις των πολιτών, από την κοινωνία των πολιτών συνολικότερα, που επιχειρούν είτε να επηρεάσουν είτε θέλουν να γνωρίζουν πράγματα για το τι συμβαίνει, για το τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία, για παράδειγμα για την παχυσαρκία, για την ανακύκλωση, για την επιχειρηματικότητα, για την οδική ασφάλεια, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, για την βία στη σχολεία. Έτσι λαμβάνουμε για τον λαϊκό πολιτισμό. Ένα πρόσφατο είπε τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας με τον λαϊκό πολιτισμό στη σχολεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αλλά με την ένταση που του αξίζει, είναι η παιδεία της θάλασσας. Και το λέω ένταση γιατί το θέσαμε πολύ από την αρχική μας συζήτηση. Ότι η θάλασσα στην Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Στην Ελλάδα συζητάμε για τη θάλασσα με ειδική θεματική από την πρώτη δημοτικού. Σε όλα τα σχολικά βιβλία από την πρώτη δημοτικού έχουμε τη θεματική που λέγεται θάλασσα. Και μάλιστα, αν τα αφρίζαμε αυτά τα μαθήματα, θα το βρίσκαμε σε 10 μαθήματα. Σε 11 μαθήματα, συγγνώμη. Διακριτά όμως, και εκεί ίσως είναι το πρόβλημά μας. Μελέτη περιβάλλοντος, ειδική θεματική ενότητα, γεωγραφία, ειδική θεματική ενότητα, στο μάθημα φυσικά, στο μάθημα της γλώσσας, στο μάθημα των θρησκευτικών, στο μάθημα της λογοτεχνίας, στο μάθημα της γεωλογίας, στο μάθημα της ιστορίας, στο μάθημα της γεωλογίας, στο μάθημα της πολιτικής παιδείας, στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Γιατί είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα. Είμαστε η χώρα που έχουμε ακτές, παραλίες, θάλασσα, λίγα χιλιόμετρα αν είμαστε από την θάλασσα, και είχαμε παιδιά που δεν ξέρουν κολύμπι. Και παρότι στα προγράμματα σπουδών που φτιάχτηκαν το 2003 και αυτά θεωρούμε ότι είναι απαρχαιωμένα και πράγματι είναι απαρχαιωμένα, γιατί φτιάχτηκαν το 2003 και δεν ανανεώθηκαν αυτά τα προγράμματα σπουδών, για πολιτικούς λόγους δεν ανανεώθηκαν όμως, και φτάσαμε να ανανεώθηκαν το 23 μετά από 20 χρόνια και να εφαρμοστούν το 26 καλώς των πραγμάτων. Επιχειρήθηκε μέσα σε αυτά τα προγράμματα σπουδών και η ίδια θεματικότητα και η ίδια διεπιστημονικότητα. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Και δεν τα καταφέραμε για τον λόγο που συζητήσαμε πριν από λίγο. Την κατάρτιση, την ελληνική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Διότι οι εκπαιδευτικοί μας, όσο ανεβαίνουν σκαλοπάτι, σταματούν και κοιτούν αποκλειστικά το γνωστικό του αντικείμενο, την επιστημονική γνώση του αντικειμένου και δεν εστιάζουν νέα. Σε εκείνον τον τρόπο που θα κάνουν το επιστημονικό κατάλληλο για να περάσει ως αποτέλεσμα στην κοινωνία. Γιατί έχουμε δυστυχώς ή ευτυχώς έναν στόχο στην Ελλάδα να μπω στο πανεπιστήμιο με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και επανήλθε το Υπουργείο Παιδείας. Και επανήλθαμε με μια πολύ ωραία πολιτική πριν από μερικά χρόνια της προηγούμενης Υπουργού Παιδείας, της Νίκης Κεραμέως, για να πετύχουμε και σε αυτό το πλαίσιο. Και δημιουργήθηκαν
τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων, όπου συνδέθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα με τοπικά και παγκόσμια ζητήματα, με μια ολιστική προσέγγιση. Και εκεί εντάξαμε την παιδεία της θάλασσας, ως κάτι πρόσθετο από τα σχολικά βιβλία που λέγαμε πριν. Και καλέσαμε φορείς, κοινωνία των πολιτών, δεν είναι το Υπουργείο, να στήσουν προγράμματα και να μας τα παρέχουν δωρεάν, ώστε οι εκπαιδευτικοί να τα δουλεύουν στο σχολείο με τα παιδιά τους. Και ήρθαν οι φορείς. Και το αγκάλιασαν οι φορείς. Θα λέγαμε ότι ξεπεράσαμε και τους φορείς. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει καταθέσει προγράμματα κατάλληλα τόσο για τα επαγγέλματα της θάλασσας, όσο και για τη ρήπανση, όσο και για την βιοποικιλότητα, όσο και για την ναυτική παράδοση, όσο και για την προστασία των οικοσυστημάτων. Ακόμα και για την αλληλεία. Παρ' όλα αυτά και βλέποντας τη δυναμική που είχε όλο αυτό το κομμάτι, προχωρήσαμε στο 2 ακόμα κατευθύνσεις. Πέρσι, εντάξαμε δράσεις στα σχολεία με τον τίτλο «Τα σχολεία υιοθετούν χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα». Και από αυτή τη διαδικασία, από αυτή τη δράση, βγήκαν δεκάδες καλές πρακτικές από τα σχολεία, που έχουμε ήδη ανοιχτά και προσβάσιμο το υλικό αυτό στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό που πράξαμε πριν από μερικούς μήνες, είναι το τρέχον σχολικό έτος, με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Παιδείας του Κυριάκου του Μηδακάκη. Και πιθανώς και η Πεβιλάκη αυτός είναι ο λόγος που είπε να είναι εδώ σήμερα, γιατί ήταν αυτός ο συνδυασμός των δράσεων ενεργού πολίτη, όπως ονομάσαμε, όπου οδηγήσαμε την εκπαιδευτική κοινότητα να δράσει μαζί με τα παιδιά και να συνδημιουργήσουν με τα παιδιά δράσεις ενεργού πολίτη. Το πρόγραμμα σπουδών αυτό, που το φτιάξαμε σε πολύ σύντομο χρόνο, διαρθρώθηκε σε 17 θεματικές ενότητες. Το 17 νούμερο ίσως σε όλους σας δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί είσαστε όλοι έμπειροι άνθρωποι που ασχολείστε με τα ζητήματα αυτά. Είναι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών στη σχολική εκπαίδευση, στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Πιθανώς δεν το συναντάμε σε άλλες χώρες του κόσμου. Ίσως το έχουμε καλυμμένο, εμείς το έχουμε πρόδειλο αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή 17 στόχοι, 17 θεματικές ενότητες, με προτάσεις δράσεων από το νηπιαγωγείο μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου, με τα παιδιά να κάνουν δράση με αντίκτυπο όμως. Όχι τα παιδιά να κάθονται έτσι όπως καθόμαστε εμείς τώρα και να παρακολουθούν ένα μάθημα. Πρέπει να δουλέψουν για τουλάχιστον 30 ώρες στο δημοτικό, τουλάχιστον 20 ώρες στο γυμνάσιο, σε κάθε τάξη του γυμνασίου και τουλάχιστον 10 ώρες σε κάθε τάξη του λυκείου. Και όσο με την τάξη, τόσο με τη σχολή θα πάνε τα λόγια πάνω. Και πού να γίνουν αυτές οι δράσεις, είτε μέσα στο σχολείο τους, δίνω ένα ωραίο παράδειγμα πρακτικής. Τα παιδάκια ενός μιας τάξης του δημοτικού φτιάξαν την τσάντα του σεισμού και τη μοιράσανε στα παιδάκια του σχολείου, στα υπόλοιπα παιδάκια του σχολείου, με ένα πακό, ένα νερό. Ήταν μια εξαιρετική δράση ενεργού πολίτη. Στη γειτονιά τους, όπου το περιγράψαμε πάρα πολύ ωραία και το άκουσα εδώ πέρα πριν, όπου τα παιδιά γυρίσαν τη γειτονιά τους, είδαν τα προβλήματα, συναντηθήκαν με τον δήμαρχο, του περιγράψαν τα προβλήματα, ο δήμαρχος απολογήθηκε και προσδιορίσε τι μπορούσε να αλλάξει. Και μάλιστα σε μεγάλα παιδιά που είναι και θα είναι και αυλαβή ψηφοφόροι τους, στην πόλη του, στη χώρα, μια διατροφήτηση είναι πολύ σημαντικό, στο φυσικό και ψηφιακό επίσης χώρο. Για παράδειγμα, και το φέρνω θέμα γιατί είναι το θέμα που μας αγγίζει πραγματικά στο στόχο 14, που είναι η ζωή στο νερό. Οι μαθητές καταγράφουν προβλήματα ρύπανσης στη θάλασσα, υπεραλίευσης, απειλούμενων ειδών και προτείνουν λύσεις σε τοπικό ή και μη τοπικό επίπεδο. Συμμετέχουν σε καθαρισμούς αυτών, κάνουν εκστρατείες, τα παιδιά κάνουν εκστρατείες ενημέρωσης και συνεργάζονται με φορείς, δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά ενημερωτικό υλικό για την προστασία της θαλάσσιας ζωής. Και κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι επιτυχάνουμε, σας λέω, είναι φετινή δράση αυτή, ξεκίνησε φέτος, αν το βλέπουμε σε βάθος χρόνου, να ενισχύουμε την οικονομική συνήθεια των παιδιών μας και να αυξάνουμε τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για ένα βιώσιμο μέλλον. Όμως, όπως είδατε, η συζήτηση του, όπως και εγώ, ήδη αναφέρθηκα, τα προβλήματα που έχουμε είναι κοινά. Ξέρετε, δεν έχουμε περάσει μια εβδομάδα που
υπογράψαμε μια συμφωνία συνεργασίας της χώρας, της Ελλάδας με την Κύπρο, μια εύκολη συνεργασία γιατί έχουμε την κοινή γλώσσα και κοινές έτσι αρχές. Και ο στόχος είναι να παράξουμε για πρώτη φορά κοινό εκπαιδευτικό υλικό για την αειφόρο ανάπτυξη. Ταυτόχρονα έχουμε τα προγράμματα Erasmus, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μας βοηθά στην κατεύθυνση διερεύνησης καλών πρακτικών από τις ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα έχουμε και μια μοναδική ευκαιρία να συμβολήσουμε στην ανάγκη δικτύωσης και στο διάλογο για την ανάπτυξη και εδώ κοινού εκπαιδευτικού υλικού. Το επόμενο κομμάτι που μας αφορά σε αυτό είναι ότι, και χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα από την ομάδα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, την ενίσχυση παιδείας με ψηφιακά εργαλεία. Με εικονικές περιηγήσεις, με προσομοιώσεις, με εφαρμογές, όπως αυτές που ακούστηκαν και πριν. Να πούν στα σχολεία, να έρθουν στα σχολεία τα παιδιά χρησιμοποιούν και ξέρουν την τεχνολογία πώς να την αξιοποιήσουν και εμείς χρειάζεται να τους δώσουμε τις ευκαιρίες εκείνες που θα επωφεληθούν από αυτή την τεχνολογία. Και όλα αυτά με ένα ακόμα κριτήριο. Και αυτό είναι απαραίτητο πλέον. Σε οτιδήποτε κάνουμε και σε οποιοδήποτε τρόπο δουλεύουμε. Πρόσβαση σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, ανεξαρτήτως πολιτισμικού υποβάθμου, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και με σεβασμό απόλυτη στις αναπηρίες τους. Και χάρη σε αυτές τις δράσεις ενισχύουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική σύνδεση. Κλείνω λέγοντας ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των παιδιών μας, ένα είναι κρίσιμο και σημαντικό, ότι δεν περισσεύει κανείς και δεν περισσεύει κανένας που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό. Είναι κρίσιμο να δουλεύουμε όλοι μαζί για την εκπαίδευση με στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά μας μια καλύτερη παιδεία με τοπή και χαλέα. Τα σχολεία είναι ανοιχτά στους φορείς. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενσυναίσθησης των παιδιών μας, η ενίσχυση του σεβασμού, η ενίσχυση της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Nous remercions beaucoup M. Doulakis pour son exposé qui a présenté les actions grecques. Je retiens qu'il y a un effort qui est déployé, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, je pense qu'il y a une perspective d'entreprendre des initiatives qui permettront d'avoir un vrai enseignement de la mer. C'est l'exemple français reste vraiment un exemple extrêmement utile. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons une minute ou deux pour nous demander. Nous sommes arrivés à la limite du temps, nous pouvons prendre une ou deux questions si vous avez des questions. Pas de questions. Est-ce que vous voulez compléter quelque chose? Non, je voulais féliciter le ministère de l'Éducation nationale grecque, parce que vraiment, c'est des jeunes très éduqués, jeunes, des ministres, avec de nouvelles idées, avec l'esprit ouvert, avec la technologie et le système. On n'est pas coincé avec un ministère, avec l'esprit étroit, comme ça. C'est un ministère extraordinaire de la jeunesse. Et oui, nous sommes tous fatigués, donc je pense qu'il faut accélérer un peu la procédure. Donc, non, je ne veux pas nous parler. Bien, alors, donc, conclusion. Je vais pas faire une conclusion, cette journée est extrêmement riche. Et évidemment, pour faire une conclusion, j'aurai besoin d'une trentaine de minutes. Et je pense que vous n'avez pas les coups encore pour conclure. Donc, je voudrais dire deux choses. D'abord, remerciement. Je tiens à remercier nos partenaires. Encore une fois, je ne veux pas faire la liste détaillée de tous qui ont contribué à ce travail, et qui ont apporté leur expérience, leur expertise, leurs idées, ceux qui nous ont aidés sur le plan technique, sur le plan les interprètes. C'est un colloque, c'est le résultat d'un travail collectif où tout le monde doit participer. Et je pense que nous avons réussi à fonctionner sans avoir trop de problèmes ou trop de difficultés.
Alors, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plutôt que de proposer des conclusions, je vais faire un bilan. Je vais faire mon bilan. Et mon bilan, il est positif. Moi, je suis content de ce qui a été fait aujourd'hui. J'espère que j'ai partagé ces sentiments. Quel était l'objectif? L'objectif, il était double. C'était d'un côté de comparer, d'échanger, de voir les expériences des uns des autres, voir les convergences, voir aussi les divergences en ce qui concerne la politique. Parce que la France et la Grèce appartiennent à deux mentalités administratives assez différentes. La France fonctionne d'une manière plus centralisée, plus organisée. La Grèce fonctionne d'une manière plus réticulaire, plus chaotique. Les deux systèmes ont leurs avantages et les inconvénients. Et donc, cela me conduit à l'autre élément du bilan. Notre objectif, c'était d'essayer de nouer des liens. Justement, de nouer des liens grâce à ces différences. Parce que si nous sommes les mêmes, ça n'a aucun sens. Donc, justement, ces différences, ces possibilités variées, différentes, etc., je pense que nous donnent la possibilité de faire des choses ensemble. Et j'espère qu'ici, c'était mon sentiment, que pendant les buffets, pendant les cafés, etc., il y a eu des liens qui se sont tissés et on espère que ces liens vont se prolonger, à la fois au niveau, si vous voulez, officiel de services de ministère, mais aussi au niveau des écoles, des personnes, etc. Donc, de ce point de vue-là, notre objectif avec M. Pousset est d'organiser des rencontres appliquées et remplies. Voilà, je vous remercie beaucoup.